Bonjour. Merci tout d'abord aux organisateurs pour cette invitation. J'apprends énormément de choses ici. J'espère partager avec vous quelques-unes de nos expériences. Mais avant ça, une petite question. Je comprends que dans TEDx, c'est une habitude. Alors, une question. Vous levez la main pour répondre oui. Qui est arrivé dans cette pièce en passant par dehors? Il y a beaucoup de menteurs dans la salle, hein? Bien, c'est un peu de ce dehors dont je voudrais vous parler. La salle ici est équipée, elle fonctionne, elle est utile, il y a même de l'architecture un peu, il y a 20 ans, ils ont mis de l'effort. Mais qu'est-ce qui se passe avec le dehors, qui est l'endroit que tout le monde utilise avant d'arriver ici? On va parler de patrimoine, mais on va parler aussi de territoire et de la façon dont notre regard a évolué. Le regard qui évolue, par exemple, ici, c'est une église. On en a beaucoup qui façonnent le paysage. On parle d'architecture, mais dans le fond, c'est des repères dans le paysage urbain. Si vous regardez la façade, vous voyez une chose. Si vous regardez le mur de côté, vous voyez que les ouvriers n'ont pas fini le travail, peut-être parce qu'ils laissent à la prochaine génération une partie du défi de construire quelque chose. Alors, c'est aussi l'élément de notre discussion aujourd'hui. On est dans un univers académique, la science, la connaissance, l'éducation, c'est important, on en débat souvent, mais comme vous voyez, ça peut être très beau et très brumeux et parfois un petit peu fret. Alors, parlons aussi des éléments qui sont peut-être plus dans l'ordre... bouton. Donc, oui, help. C'est m'aider. Bouton de droite, mais voilà. Alors, quelque chose aussi qui nous parle du dehors, tout le monde reconnaît un monument méconnu, mais c'est la cabane à sucre, on en a parlé ce matin, mais elle est dans un environnement qui nous perturbe parce que d'habitude, ça n'existe pas, la cabane à sucre, pendant le temps des Maringouins. Vous savez, c'est un objet construit qui disparaît après le temps des sucres. Or, cette relation à l'environnement est aussi intéressante. Ici, c'est une institution, on parle beaucoup du CH ces jours-ci, mais quelque part près du métro Guy, on a la plus vieille association sportive en Amérique. C'est le club de curling, un sport un petit peu moins excitant pour certains. Mais aussi une chose qui a évolué, qui modifie, qui a beaucoup changé un peu et intervenu dans notre regard et notre attitude au patrimoine et à l'environnement urbain, c'est la question de paysage urbain. Puis je vous donne ici un exemple. Vous voyez, c'est un paysage du canal de la Chine. Il y a une image là-dessus qui est à peu près ignorée de tout le monde il y a une quinzaine d'années. Maintenant, on a des romans qui portent sur cette enseigne, on a des T-shirts, des logos, c'est devenu super hip. C'est le secteur Griffintown, dont le nom était à peu près inconnu il y a quelques années à peine. En plus, dans ce cas-là, ici, on est dans un univers de commerce, une école de HEC. Eh bien, peut-être se rappeler qu'un élément important de ce paysage, de cette atmosphère, cette expérience, est sous le coup des transactions entre des grandes entreprises internationales, ce sont les noms de marques. Et comment ce qui apparaît comme le paysage collectif est aussi rattaché à des éléments d'un paysage plus corporatif. Vous allez me dire, si vous prenez Florence, à l'époque, les clochers, les palais, c'était également des images de marques, mais des grandes familles qui se querellaient ou qui se concurrençaient, mais peut-être ça a changé. Une chose aussi qui est beaucoup apparue depuis quelques années, il y a 10 ans, à Vienne, se tenait une grande rencontre sur la notion de paysage urbain. Pourquoi? Parce que dans l'ensemble du paysage de cette ancienne capitale européenne, commençaient à apparaître des tours à bureaux. Et la société viennoise était très émue par ça. Elle disait, on aime bien notre ville, l'architecture moderne, on connaît ça depuis des siècles, mais des tours à bureaux, ça commence à créer de la concurrence dans le paysage avec le clocher de notre cathédrale qui a résisté aux guerres et aux invasions. Et donc, une émotion nouvelle est apparue. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi à New York. Manhattan, bien connu, débat à New York pour sauver le skyline de New York. Vous pouvez imaginer la quantité de juristes qu'il y a par kilomètre cube dans Manhattan. Mais comment est-ce qu'on définit le skyline pour qu'il ait une valeur identitaire, existence et réelle? Est-ce que c'est quelque chose, finalement, on se rend compte que c'est immatériel. Personne ne peut toucher au skyline de New York, mais tout le monde est touché par ce skyline. Alors, c'est un nouvel élément de relation qui apparaît aujourd'hui. C'est des définitions qui apparaissent. Vous allez sur le web, pas besoin de lire ça à voix haute, mais c'est juste pour vous dire, la notion de paysage urbain est en train d'enrichir celle de patrimoine qui a évolué depuis quelques générations à partir de celle d'objets, d'inscriptions, d'artefacts et de bâtiments, de structures isolées. Donc,
par rapport à d'autres choses qu'on voit dans notre société, on arrive d'un univers qui est assez, je ne vais pas dire binaire, mais qui est assez centré sur un objet, vers un environnement de complexité. Et le défi maintenant, c'est comment est-ce qu'on s'intéresse aux dimensions complexes, dimensions culturelles, identitaires d'un territoire par rapport à, comme celui-ci, c'est celui de Montréal. Si vous prenez un siège A dans un avion qui arrive ici, à part le fait que vous faites du bruit au-dessus des gens de Parkex et de Ville-Mont-Royal, vous avez quand même une vue du paysage montréalais qui est assez formidable. Ça vaut presque une chanson. La notion de paysage urbain, c'est pas juste d'avion qu'on le voit, c'est au niveau du sol, les repères, comment est-ce que ces choses apparaissent, comment ça évolue avec la saison. Certains s'en plaignent, mais Montréal, par exemple, a une saisonnalité qui participe aussi de ça. On a rejeté une partie de notre calendrier identitaire avec le rejet de l'hiver longtemps. Maintenant, des phénomènes comme ceux qu'on trouve à travers le centre-ville commencent à nous dire, bien, réconcilions-nous avec l'identité métropolitaine. Par le passé, cette bataille était aussi une bataille qui était menée comme telle, une lutte, un conflit de modèles. Vous voyez ici le projet qui a failli être réalisé d'avoir l'équivalent de la métropolitaine qui traverse le Vieux-Montréal. C'est 2-3 personnes qu'aujourd'hui on appellerait des illuminés qui ont réussi à convaincre les autorités que ce n'était peut-être pas une bonne idée, pas juste sur le moment, mais pour l'avenir. Et c'est pour ça qu'on peut peut-être dire que le combat du patrimoine, c'est aussi un combat sur l'avenir de la ville. Ce n'est pas juste un combat d'archivistes. Et on le fait aussi pour sauver des monuments. Ici, la gare Windsor, qui est maintenant entourée de défis d'infrastructures, d'aqueducs et tout ça. Comme vous voyez, c'est des belles photos, mais quand même, c'est un peu étonnant d'avoir un lac subi au coin de Peel et Saint-Jacques. Mais give Peel a chance, mais c'est des monuments qui sont aujourd'hui en train de disparaître parce qu'autour, on est en train de complètement de transformer. Et c'est des choses qu'on voit beaucoup apparaître avec l'hyper-urbanisation en Asie, par exemple, ou dans le Golfe, où ce qui était des villes, somme toute, importantes, mais assez modestes, sont en transformation sur une période de 15 ans. Vous savez que 15 ans, c'est très peu de choses. Ça a pris beaucoup de temps à construire Rome, mais 15 ans, c'est à peine le temps d'une génération. Par le passé, les idées sont communiquées par des manifestes, des coalitions. Je voudrais peut-être partager avec vous l'idée qu'on a évolué. Sur 40-50 ans, on est passé des alliances pour sauver quelque chose vers aussi une conscience collective qui nous permet d'imaginer des actions qui sont des actions de solution. À Montréal, il y a une action montréalaise qui s'est un peu définie, qui a été définie avec la participation des facultés universitaires. On a des universités ici, on n'en a pas qu'une. On a des champs de recherche, on a des personnes qui se sont engagées, on a des points de vue sur la ville qui étaient peut-être révolutionnaires à l'époque. Si vous lisez Melvin Charnley, vous vous rendez compte qu'il parlait à une époque où tout le monde s'en allait faire des beaux chalets dans les forêts et on oubliait complètement les quartiers centraux. Il a fait ça en 1972, une exposition au Musée des Beaux-Arts pour rappeler que Montréal avait droit de cité. Et pas juste Montréal, le grand Montréal des institutions, mais le Montréal des Montréalais et Montréalaises. Alors, cette action est particulière, mais on ne la regarde pas uniquement centrée sur nous, on peut la regarder aussi par rapport à ce qui se passe dans d'autres métropoles. Je vous ai montré Vienne, je vous ai parlé de New York. Il faut imaginer ce qui s'est passé dans les années 70 en Australie, par exemple, où les syndicats avaient commencé à réfléchir au fait que des fois, il est peut-être bon de refuser un contrat qui va dévaster le Sydney de tout le monde. C'est des choix qui ont été faits dans les années 70, à une époque qu'on peut peut-être critiquer, mais dont on peut peut-être aussi s'inspirer. Quelques idées aussi qui sont nées, c'est l'idée d'organisation. Vous irez voir Héritage Montréal, on est né pas pour protéger le patrimoine, parce qu'il y a deux protecteurs véritables. Il y a le propriétaire, les détenteurs de ce patrimoine, et il y a les autorités qui agissent en procureurs de la société. C'est eux qui ont le pouvoir législatif d'équilibrer l'intérêt particulier puis l'intérêt public. Et c'est des façons de lire les choses qui nous ont amenés à réfléchir, à regarder comment l'UNESCO regarde ces questions, comment d'autres villes agissent. Regardez à Bruxelles, beaucoup de travail, en Brésil, en Amérique latine, les expériences à l'échelle des quartiers dans les grandes villes ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et on a dit, bien, le patrimoine qui nous intéresse, il a une qualité, il se met quelque part. Deuxièmement, il y a 5 dimensions. Construit le paysage, le paysage, le mémoriel, l'archéologique et le naturel. Le mémoriel, pensez à la toponymie. L'archéologique, ce n'est pas juste les vestiges dans le sol, c'est les traces qu'on retrouve sur les murs ou dans le paysage. Il y a des traces de toutes sortes de choses quand on se promène en ville.
et c'est peut-être une chose aussi qui nous intéresse, c'est la promenabilité. Il y a des menaces, mais il y a des succès. Habitat 67, on a réussi à protéger ça, mais on a surtout réussi à le faire reconnaître. Vous savez que la basilique Notre-Dame au Québec n'est pas classée monument historique. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas patrimoniale, au contraire. Tu sais, s'il y avait 3 bâtiments en train de déplacer sur la Lune, peut-être ça en ferait partie du shortlist, comme on dit en anglais. Mais c'est parce qu'on a beaucoup reconnu le patrimoine dans un contexte de crise. Peut-être qu'on aurait intérêt à faire de la reconnaissance plus prospective. On a sauvé l'avenue McGill-Collège. Pourquoi? Parce que c'était une belle vue. Personne ne la touche. Elle ne touche personne. Bien, elle touche tout le monde, mais on ne peut pas la toucher. C'est aussi ces questions. C'était il y a 30 ans. On a sauvé la Pinte de lait parce qu'on s'est dit, en attendant d'avoir la coupe à Montréal, au moins, on va. Ça a à peu près la même forme. Puis c'est sympathique. Ça nous rappelle qu'il n'y a pas que les grands monuments. Il y a les monuments poétiques aussi. Il y a beaucoup de dimensions sympathiques et presque enfantines, mais on a le droit de jouer et de s'amuser. Quelques principes que je voudrais partager avec vous. Poser la question de la recevabilité, de la pertinence. Ça n'existe pas dans nos lois actuelles de poser la question en amont de la pertinence ou de la recevabilité d'un projet. Il faut que tout le monde passe à travers un processus qui, en fait, met tout le monde en fusil à la fin plutôt que de dire est-ce que ça vaut la peine qu'on en discute. Donc, il faut changer les lois, il faut un peu travailler là-dessus. Il y a des propositions qui s'en viennent. La question d'urbanité et de patrimoine, pour nous, il n'y a pas d'endroit vide. Un terrain vacant, c'est un peu un concept abstrait. Et dans l'urbanité, on rentre la promenabilité. Ce matin, on parlait de gastronocratie. Bien, nous, on parle de promenabilité. C'est bien les villes qui marchent, mais on a réalisé qu'on peut faire marcher du bétail. Mais les citoyens et citoyennes ont le droit et le plaisir de se promener. Donc, ça, il faut valoriser cette dimension-là. Pas juste la marche, mais la promenade. Les processus, l'innovation. Un autre principe qui nous semble très difficile à appliquer, mais il faut y travailler, c'est celui de l'aigle. On parle de développement durable, mais on fait des choses qui ont tous les critères, mais qui peut-être 5 ans après l'inauguration seront plus de l'ordre de l'hypothèque que de l'actif. Alors, il faut travailler pour que le relais à la prochaine génération, bien, on ait cette notion de laisser quelque chose qui va rendre les successeurs heureux des choix qu'on a faits, pas juste s'en plaindre. Dans les lois du Québec, une qui est particulièrement exceptionnelle, tellement exceptionnelle que même les gens ne s'en aperçoivent pas, c'est la loi sur le développement durable. C'est la seule au monde qu'on connaisse. Ça a peut-être changé. Même les Scandinaves n'ont pas ça. C'est la seule loi qui met la protection de la culture et du patrimoine dans la définition de développement durable. Ce n'est pas juste un facteur d'évaluation d'impact, c'est le modèle de base qui est là. Mais c'est tellement novateur que même le commissaire au développement durable et le ministre de la Culture ne s'en est pas aperçu. Alors, vous imaginez à quel point nous autres, on a intérêt à lire les lois, et de plus en plus, on a des lois qui ont des objectifs clairs et positifs. Alors, c'est un défi pour tout le monde. Apprenons à lire les lois. Peut-être pas tout le texte, parce que ça peut être un peu soporifique, mais au moins les parties de sens. Et ça nous amène à réfléchir sur les formes d'éléments qui définissent le patrimoine ou le paysage urbain. Vous avez du software, si on peut dire, les usages, les habitudes, les coutumes, comme ce célèbre bagel montréalais, ou des éléments plus larges, le where, le paysage, le territoire. Et vous savez, au Québec, on est un petit peu, je me souviens, donc notre relation, c'est beaucoup à l'histoire. Mais je vous invite à penser à une autre façon de le regarder. Patrimoine, histoire et ou territoire. Si on fait uniquement le patrimoine comme porteur de mémoire, évidemment qu'on travaille dans l'histoire, mais l'histoire, c'est une apparenté à la littérature, aux légendes et, j'ose le dire, à la politique. Parce qu'à peu de frais, on peut s'inscrire dans l'histoire. Mais si on faisait l'autre chose, c'est le porteur d'identité. Là, on verrait qu'on a un lien à faire avec la géographie, avec la société et avec l'histoire. Puis là, ça devient un élément, on est à la confluence de ces 3 forces, et vous pouvez penser à vos gestes et comment vos interventions s'inscrivent dans la géographie, dans la société et dans l'histoire, et je pense que tout le monde serait pas mal mieux avec ça. Quelques exemples des défis actuels. Pour la géographie, c'est la crise du domaine public. Pour la société, c'est la vive intention de participer. Ça ne veut pas dire d'être consulté à tour de bras, mais c'est une forme de participation. On n'est plus juste des spectateurs des décisions.
Et ça, ce n'est pas au niveau de la démocratie, c'est aussi au niveau des formules d'investissement, des formules de collaboration, de partenariat, etc. Et la troisième chose, au niveau de l'histoire, c'est le concept de legs. C'est qu'on arrête de penser uniquement à remplir les besoins des gens d'aujourd'hui, mais qu'on aussi, on imagine comment on peut bâtir des choses qui vont passer le défi des générations. Des grands ensembles, des petits sites privés. Là, l'Hôtel-Dieu, qu'est-ce qui va se passer avec ça? On a très bien planifié la sortie des malades. Ça a pris à peu près 10 ans pour penser à la construction du CHUM et tout ça. Et qu'est-ce qui va se passer avec l'Hôtel-Dieu? Rappelez-vous qu'en 1992, ce qui a permis de sauver l'Hôtel-Dieu, qui devait être vidé par le gouvernement, c'est le fait que les gouvernements n'arrivaient pas à répondre à la question « Est-ce qu'on va laisser ce patrimoine aux pigeons? » Et le Royal Vic est vide depuis dimanche dernier, et ils commencent à peine à imaginer qu'est-ce qu'ils vont faire avec. C'est 1 200 000 pieds carrés de bâtiments. On ne peut pas se permettre de faire ces économies-là et ensuite de dire on va mettre des bacs de recyclage à côté pour être développement durable. Il faut être un petit peu cohérent. Vous voyez ça? Regardez, la Miséricorde, René Lévesque et Saint-Hubert, c'est déjà vide, mais on a les écoles, les églises. C'est un grand sujet, le domaine institutionnel. C'est une espèce de bloc patrimonial, pas en électricité ou en kilowatts, mais en élément de territoire. Et le territoire, on ne peut pas le gaspiller. En fait, comment est-ce qu'on inscrit cette notion-là? Il y a des pays, par exemple au Brésil, la notion de territoire, urbain, pas juste naturel, mais c'est un élément fondamental du patrimoine du pays. En Italie, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut avoir des réflexions qui ramènent le pied carré de terrain un petit peu au-dessus de simplement quelque chose qu'on peut se permettre de liquider? Et ça nous aiderait comme société à être un petit peu plus disciplinés, mais surtout à faire preuve d'imagination pour trouver des solutions. Ici, au Bon Pasteur, en 1985, on a réussi à faire un montage public, privé, gouvernemental, associatif, pour faire un ensemble avec une propriété partagée qui a donné vie à un nouvel ensemble. Et c'est peut-être un modèle qui mériterait d'être utilisé. Par exemple, pour le jardin de l'Hôtel-Dieu, un verger en pleine ville avec des pommes, quand même 1860, c'est pas si mal. Avec le secteur des coopératives qui est juste en face, où on a une fiducie foncière pour accueillir des résidences coopératives, un modèle à l'échelle nord-américaine, mais qui est tellement invisible, tellement novateur qu'il est invisible, et peut-être c'est là le défi qu'on a devant nous. Outre la question de certains principes, certaines définitions, moi je vous invite aussi à penser en termes de plaisir. On pense beaucoup en termes d'obligation, mais on a aussi l'occasion, et je pense un peu le devoir, de prendre plaisir à participer à la cité, de s'en familiariser, de la découvrir, de la promener et de partager ça avec les gens qui nous visitent et nos complices heureux. Il y a toutes sortes de mots ici. Et je voulais terminer sur cette image en vous remerciant. Une image, c'est celle d'un parc, mais c'est aussi celle de quelque chose qui nous rappelle qu'on ne peut rien faire à deux. Dans ce parc, dans ce chalet, à l'été, on danse le tango. It takes two to tango, it takes many to be happy. Alors, merci beaucoup. Merci, M. Tombarou.